parfois infidèle. L'histoire peut aussi oublier ses faits de temps, n'accordant sa grâce qu'aux vainqueurs, plus-il indigne aux criminels. La Révolution française n'échappe pas à cette règle, et il a fallu presque 2 siècles pour que l'extermination des populations vendéennes trouve ses historiens et qu'elle soit reconnue pour ce qu'elle est, malgré les dénégations des historiens officiels, ces historiens de garde de la République que Marcel Pagnol moquait parfois férocement. Et nous voici ici, sur les marches de l'église Saint-Roch, dont les murs ont longtemps porté les traces de la fusillade, de la canonnade, les traces d'une histoire inscrite dans ces pierres éraflées, blessées, criblées. Et nous rouvrons une page oubliée de l'histoire, une de ces pages déchirées par l'amnésie collective, résumée parfois en quelques mots sur le vainqueur d'un combat, perdu d'avance par ceux qui pourtant ont eu l'immense courage, de le livrer, malgré le déséquilibre des forces et la grande peur de ces bien-pensants qui, bien des fois dans l'histoire, n'hésitent pas à massacrer pour garder le pouvoir. Nous sommes à l'automne 1795, un jour un peu comme celui-ci, gris. Et la France, après 3 ans de république, de terreur, de guerre civile et extérieure, la France n'en peut plus de cette révolution qui a entraîné son déclin pour ne satisfaire qu'une forte minorité d'intrigants et de bourgeois libéraux. C'est le retour du roi que la France appelle désormais, mais Louis XVI est mort guillotiné. Et son fils, Louis XVII, s'est éteint après une longue nuit d'agonie dans la chambre, dans cette longue nuit de prison de 3 ans. Cet enfant roi victime de la méchanceté de ceux-là même qui prenaient à tout craint la liberté et le droit au bonheur. Hypocrisie mortelle et enfant martyr, 2e roi martyr. Dans les rues de Paris, les cocardes blanches et vertes ressurgissent. Les muscadins occupent le terrain. Les royalistes semblent pouvoir triompher dans les cafés, dans les tavernes. On lève son verre à la santé du roi. Mais la République, à défaut de bien gouverner, se défend bien. Comme le remarquera ironiquement Anatole France, et par tous les moyens, même légaux, à défaut d'être légitime. Alors qu'une nouvelle constitution qui peut, avec quelques changements et la majorité parlementaire, ouvrir la voie à une monarchie constitutionnelle, les conventionnels déjà en place, ceux-là qui ont soutenu la terreur avant que de faire Thermidor, changent les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir. Ainsi, ils décident que les 2/3 des nouveaux députés peuvent être issus de leur rang, de leur propre rang. C'est un moyen simple, en définitive, d'éviter d'avoir à répondre de leurs crimes passés et d'éviter aussi toute restauration monarchique. Alors, évidemment, c'est la colère des royalistes, à qui ces nouveaux décrets paraissent voler la victoire électorale promise. Les sections parisiennes, oui, les sections parisiennes qui sont toutes devenues royalistes, eh bien, contre la tricherie, contre l'injustice de qualité qui reste aujourd'hui souvent l'apanage de la République et des républicains les plus fervents, les sections parisiennes se soulèvent. Malgré le nombre de révoltés, malgré le soutien de l'opinion, en particulier provinciale, la République ne cède pas. Avant même l'émeute, elle avait anticipé le conflit et mobilisé non les masses, mais ses hommes d'armes, les généraux. Ainsi, c'est Barras qui fait appel à un général, à la réputation flatteuse sur le plan militaire, mais connu pour ses idées robespierristes, un certain Bonaparte, Napoléon Bonaparte. En quelques heures, ici même, le 13 Vendémiaire en 4, le 5 octobre 1795, selon le calendrier chrétien, les 6000 militaires républicains, les artilleurs obéissants, balayent à l'aide de 40 canons les insurgés royalistes dont, le soir tombé, plus de 200 gisent au pied de l'église ou dans les rues adjacentes.
La République gouverne mal, mais elle se défend bien. Le sang a coulé ce jour-là, comme il coulera en juin 1848, comme il coulera en mai 1871 contre les Parisiens de la Commune, comme il coulera le 6 février 1934, non loin d'ici. La République a tiré sur le peuple parce qu'il pensait mal, parce qu'il pensait mal, parce qu'il aimait mal. Eh bien, regardez notre histoire quand les rois, parce qu'ils sont les pères du peuple, refusent de faire tirer sur le peuple, même si celui du moment leur est hostile, la République, elle, n'a pas de cette pudeur, elle n'a pas de cette timidité. Et c'est ainsi qu'elle fait son histoire, à coups de canon, quand ce n'est pas à coups de décret. Qui se souvient aujourd'hui du nom de ces royalistes morts d'octobre 1795 et victimes du général Candemière? Qui s'en souvient? Qui se souvient de ce sang versé, là où vous êtes, les 200 hommes tombés, là où sur ces marches, leur sang a dégringolé? Qui se souvient de ce sang versé, de cette fleur de lys à nouveau ensanglantée, qui gît là, brisée? Mais le 13 Vendémiaire ne portera pas chance à cette première République, à jamais tachée du sang de tant de Français, et elle tombera, pourrie plus que mûre, quand le général qui l'avait sauvé se décida à prendre la tête du pays, nouveau César, sans Brutus. Alors ici, en ce jour gris, nous pensons à ce qu'aurait pu nous épargner comme guerre et comme sang la victoire de ces émeutiers, entre guillemets. Mais au nom de tous ceux qui, au fil des siècles, sont tombés pour la noble cause française et royale, nous relevons le drapeau fleur-de-lysée, celui de la justice, de l'unité et du rêve français. Il y a un vieux chant que vous connaissez. Sur nos tombeaux, les blés seront plus beaux. Hommes du 13 Vendémiaire, nous ne vous connaissons pas. Vos noms sont perdus dans les sables de l'histoire. Vos corps suppliciés ne sont plus que poussière dispersée. Mais nous sommes hommes de mémoire. Nous sommes hommes de longue mémoire, nous, royalistes. Et nous ne vous oublions pas, soldats inconnus de la France royale. Et au-delà du temps, nous poursuivons inlassablement le chemin et le devoir que vous nous avez tracé pour que la politique répare ce que l'histoire a parfois bien mal fait.